L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un nouveau numéro de l'hebdo politique qui est également diffusé, vous le savez, cette saison sur Radio BPM. Et ce soir, mon invité est Florence Grandjus, la députée des Yvelines. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Florence Grandjus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez 55 ans, vous êtes donc, je le disais, la nouvelle députée de la 12e circonscription des Yvelines qui comprend notamment Plaisir et Poissy. Vous avez largement battu en juin dernier, je rappelle, le député sortant qui était David Douillet. Auparavant, vous avez travaillé durant 30 ans dans le secteur de l'emploi, dont 20 ans dans le département des Yvelines. Vous êtes notamment à l'origine des sessions de recrutement Éclair et vous avez mis en place les entretiens par Internet. Nous allons donc essayer de vous en connaître un petit peu mieux dans cette émission. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors je le disais, Florence Grandjus, on vous connaît peu puisque vous faites partie des novices dans l'Assemblée nationale, les nombreux députés En Marche qui n'avaient jamais fait de politique avant. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi vous vous êtes lancé dans la politique ? Je le disais, vous étiez dans le secteur de l'emploi avant, et pourquoi derrière Emmanuel Macron ? Alors effectivement, je n'ai jamais fait de politique, c'est mon premier mandat. Donc j'ai fait tout mon parcours professionnel dans le service public de l'emploi. Je suis rentrée volontairement dans le service public de l'emploi. J'ai vu la société évoluer, j'ai vu un certain nombre de choses qui ne me plaisaient pas, que ce soit la montée de l'extrême droite, que ce soit une utilisation des deniers publics qui pour moi n'était pas conforme à la politique que doit avoir, je dirais, toute personne qui représente l'État. Donc, j'ai eu également un coup de cœur pour Emmanuel Macron lorsqu'il était donc candidat, avec la façon qui était de se rapprocher des citoyennes et des citoyens et d'avoir des ateliers de partage, des ateliers d'échange et de co-construire le programme, puisque on a construit ce programme à partir de 500 000 remontées citoyennes. Et c'était surtout pour moi une façon de travailler qui me semblait la plus performante possible, puisque la plus proche, je dirais, des préoccupations des Françaises et des Français. C'est comme cela que je me suis engagée, donc, et bien sûr, le mouvement En Marche. Et puis, en fin janvier, j'ai appris donc que l'on allait faire appel à des personnalités de terrain, des personnes de la société civile, pour être députée et qu'il faudrait candidater. Donc, bien, j'ai fait pour la première fois de ma vie une lettre de motivation et mon CV, puisque jusqu'à présent, j'avais toujours été recrutée et j'avais toujours évolué sur concours. Alors, vous parliez du terrain. Durant votre campagne des législatives, vous aviez fait des comités locaux et vous disiez que vous vouliez les faire vivre après. Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce que vous y arrivez ? Et est-ce que c'est toujours aussi important ? Alors, ce qui est, bien sûr, c'est toujours aussi important que d'avoir des comités locaux et puis d'avoir des échanges avec les habitants de la circonscription dans laquelle j'ai été élue. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse également, c'est de faire venir dans ces ateliers de réflexion citoyenne, de faire venir des personnes qui ne sont pas en marche, des personnes qui vont, je dirais, apporter également d'autres manières de voir ce que l'on fait, qui vont apporter des questionnements par rapport à ce qu'on fait, des demandes d'explications, et ça nous permet également de mieux communiquer, de mieux expliquer, et puis de comprendre là où les choses sont bien comprises, bien appréhendées, et puis de nous permettre également de cerner là où on doit mieux communiquer, mieux expliquer ce qu'on fait. J'avais la semaine dernière un atelier citoyen, une vingtaine de personnes donc étaient présentes, et on a beaucoup échangé sur le futur projet de loi Asile et Immigration. Et pour moi, il était important d'avoir des personnes qui étaient bien informées de là où on voulait aller, de comment on souhaitait y aller, et puis des personnes qui étaient absolument pas d'accord, puisque ça permet de nourrir la réflexion, puis ça permettra également de nourrir les travaux que nous aurons en groupe, et bien évidemment les échanges dans l'hémicycle. Je pense que c'est important de continuer cette dynamique qui nous a permis d'être élus, et je pense que c'est cette dynamique qui doit nous permettre aujourd'hui d'être au plus près des préoccupations des habitantes et des habitants de la circonscription, et puis France entière, puisqu'il y a, je dirais, des ateliers citoyens qui se construisent et qui se réalisent partout.
Votre profil de novice de la politique, vous êtes nombreux à l'Assemblée nationale à l'avoir. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui disent, non seulement ils n'y connaissent rien, donc qu'est-ce que ça va donner? Et en plus, ils vont forcément être à la botte du président et ils vont forcément dire oui et amen à tout. Alors, je dirais, il y a plusieurs choses. Ils n'y connaissent rien. Écoutez, quand on voit des hommes qui connaissent quelque chose où on en est aujourd'hui, au niveau de notre pays, je pense qu'on n'a pas à rougir. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a un début à tout. Je pense qu'à partir du moment où on est curieux, où on est investi, où on est un citoyen ou une citoyenne engagée, où on a la volonté de réussir, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et aujourd'hui, les faits sont là. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées. Les travaux en groupe se passent bien. Dans l'hémicycle, aujourd'hui, les règles, on les connaît de mieux en mieux, donc on est plus à même d'intervenir. C'est sûr qu'au tout début, lorsqu'on arrive, on est déboussolé de cet environnement. Ça c'est sûr, qu'on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas le règlement de l'Assemblée nationale, mais quand on voit des politiques qui ont eu 2 ou 3 mandats et encore consulté le règlement de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle pour savoir s'ils peuvent faire un rappel ou pas au règlement, on se dit que nous, on n'a pas à rougir d'arriver, de ne pas maîtriser encore complètement le règlement de l'Assemblée nationale. Là, je crois que les critiques, à partir du moment où ça nous permet aussi de réagir, ça nous permet d'avancer, ça nous a permis, je dirais, à un moment donné, de nous dire qu'il fallait qu'on soit rapidement très performants et d'agir tous ensemble et de travailler tous ensemble pour pouvoir être là où les Français nous attendaient. Pour parler justement d'opposition, un des points qui a été un des points de rupture, ou enfin un des points qui a un petit peu grisé en début d'année, c'est cette loi travail d'Emmanuel Macron. Pas trop dans l'hémicycle, mais pas mal dans la rue, et qui a questionné au minimum pas mal de gens. Vous êtes dans ce secteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette loi travail? Est-ce que ça vous a interrogé? Est-ce que vous avez à 100% dit c'est bien? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faut quand même encore changer, évoluer? Alors, j'étais très favorable aux ordonnances travail. Il faut savoir que j'ai travaillé 30 ans dans le service public de l'emploi et que j'ai été confrontée très régulièrement à des questionnements de la part des employeurs de petites structures et de moyennes structures qui ne comprenaient pas l'inadéquation du droit du travail avec les problématiques qu'ils rencontraient. Donc le code du travail, il était pensé pour des grandes entreprises, mais pas pour des petites structures. Donc en ce qui concerne ces ordonnances travail, on les avait annoncées pendant la campagne. Donc oui. C'est un engagement de campagne que nous avons tenu. Il faut savoir que en ce qui concerne ces lois, donc je les ai fortement portées. On a eu des échanges bien évidemment très intéressant que ce soit en commission donc affaires sociales, commission à laquelle j'appartiens, et également dans l'hémicycle. Maintenant, bien évidemment que lorsque on était à la rencontre des citoyennes et des citoyens, que ce soit sur les marchés, à la sortie de la gare ou dans les ateliers citoyens, il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées. Alors, vous allez casser le code du travail, voilà ce qu'on entend. Mais je leur répondais à ce moment-là, écoutez, je suis juriste, spécialiste du droit du travail. Est-ce que vous pensez que le code du travail, quand une entreprise a les moyens de licencier, veut vraiment licencier, est-ce que vous pensez que ce code du travail vous protège? J'ai démarré il y a 30 ans, le code du travail, c'était 1000 articles, aujourd'hui c'est plus de 10 000 articles, 3 fois plus épais. Ça n'empêche pas les licenciements. Donc, en revanche, il fallait bien expliquer la loi, il fallait bien expliquer ce qu'on voulait faire, comment on voulait le faire, remettre le dialogue social au sein de l'entreprise, de toutes les entreprises, même la petite entreprise. Et ça a été fait? Oui, ça a été fait. Par exemple, sur les contrats aidés, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où les gens ont été un peu surpris et est-ce que ça n'a pas été un peu vite? Alors, les contrats aidés, je pense que c'est arrivé l'été. C'est-à-dire que la décision a été prise l'été. Donc l'été, on sait que c'est une période qui n'est pas forcément favorable pour la communication. En revanche, les contrats aidés, j'ai été fortement sollicitée sur, mais vous vous rendez compte, les contrats aidés, j'étais vraiment à même de répondre sur, oui, mais vous savez, aujourd'hui, quand on est à 400 000 contrats aidés et quand on regarde que 65% des personnes ne vont pas être reclassées à l'issue du contrat aidé, le contrat aidé, ça fait 30 ans que ça existe. J'étais toute jeune, qu'on mettait déjà des contrats aidés, on ne les appelait pas du même nom qu'aujourd'hui, on les appelait les stages de réinsertion en alternance. Et pareil, on est toujours confronté à la même problématique de l'absence de réinsertion professionnelle à l'issue du contrat aidé. On a gardé un nombre de contrats aidés, on l'a divisé par 200 000 contrats aidés. On l'a gardé dans des secteurs
prioritaires, dans des territoires prioritaires, pour des publics prioritaires. C'est-à-dire qu'on a vraiment recentré le contrat aidé là où il doit être. Et également, on a mis en place ce grand plan d'investissement dans les compétences, un plan qui va avoir un coût de 15 milliards, dont 1 milliard dès 2018, parce que retrouver un emploi aujourd'hui, cela veut dire être en parfaite adéquation avec ce que le marché du travail recherche. Ça veut dire avoir les compétences. Et on a une problématique de compétences. Et alors justement, vous allez dans mon sens, il y a aussi l'apprentissage. Bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important et chez Emmanuel Macron et vous en parlez aussi beaucoup. Alors encore, je vais me faire l'avocat du diable. Tous les présidents disent que l'apprentissage, c'est important. Tous les présidents nous ont dit que les jeunes devaient être formés et que c'était ça qui était la base de tout. Et puis finalement, ça n'aboutit pas. Et il y a toujours autant de jeunes au chômage et toujours autant de chômage. Alors, l'apprentissage... Comme vous le dites, tout à fait, ça fait de nombreuses années qu'on parle de revaloriser l'apprentissage. Ça fait plus de 30 ans qu'on dit que l'apprentissage a une mauvaise image. Et aujourd'hui, notre ministre, Muriel Pénicaud, a lancé un certain nombre de concertations sur comment mieux avoir recours à l'apprentissage. En ce qui me concerne, je suis allée la semaine dernière dans une entreprise de la grande distribution qui recourt beaucoup à l'apprentissage. Et là, j'ai été en échange dans cette entreprise, une 40aine de personnes sont en apprentissage. Et en fait, on se rend compte que l'apprentissage est vu comme une voie de garage très souvent parce que pour la personne, l'apprentissage, ce sont des mauvais élèves ou ce sont des personnes qui de toute façon n'ont pas d'avenir professionnel. Et on veut changer l'image de l'apprentissage. On veut montrer qu'on peut démarrer par un contrat d'apprentissage, comme l'ont fait bon nombre de personnes, et évoluer, et qu'on a des personnes qui ont de brillants parcours professionnels via l'apprentissage. Donc je pense qu'il nous faut déjà mieux communiquer, et puis il y a des choses sur lesquelles on va retravailler pour bien évidemment réformer l'apprentissage. Ça nous permettra bien évidemment de mieux lutter contre le chômage des jeunes. Il y a d'autres pays qui l'ont fait et c'est une clé de réussite. Pourquoi la France y échapperait ? Un autre sujet, alors complètement différent, mais qui vous tient à cœur, c'est l'égalité entre les filles et les garçons. Oui. D'abord, pourquoi est-ce que c'est si important à vos yeux ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, évidemment, qu'est-ce que vous pensez du mouvement qui est en train de monter là ? Est-ce que c'est un petit peu trop ? Est-ce qu'il avait besoin de cette libération de la parole ? Alors là, pour des faits un petit peu plus graves, évidemment, pour les violences liées à ça. Voilà. D'abord, pourquoi s'engager dans l'égalité filles-garçons et cette montée de... Alors, je me suis engagée sur plusieurs dossiers, sur plusieurs chantiers. En revanche, lorsque Marlène Schiappa a lancé le tour de l'égalité homme-femme, donc avec des actions qui sont menées France entière, j'ai souhaité, avec mes deux collaborateurs, Aymeric Valespie et Nathalie Martin, qu'on réfléchisse sur comment mieux sensibiliser les personnes donc, à cette égalité homme-femme. Et là, est sorti de notre réflexion qu'il fallait sensibiliser dès le plus jeune âge, parce que c'était dès le plus jeune âge que se construisait l'égalité donc homme-femme. Et à partir de ce moment-là, nous avons visualisé des films qui avaient été tournés il y a une trentaine d'années, avec des interviews de petits garçons et de petites filles, et on voit que 30 ans après, les réflexions sont les mêmes. Donc on a eu l'idée de lancer un concours donc, dans toutes les écoles de la circonscription, et de les faire réfléchir sur ça veut dire quoi les filles sont les égales ou ne sont pas les égales des garçons. Et l'objectif étant une production sur une feuille de 50 par 70, une production donc des enfants à partir de collages, de photos, de verbatim. Et en fait, le prix, ce sera une journée aux Hautes-Thoiries et là, on fera une conférence sur le monde animal et on montrera l'analogie entre le monde animal et le monde humain et on verra que chez les animaux, il y a des races où le mâle et la femelle s'occupent, je dirais, des petits de la même manière, ou ne s'occupent pas, ce n'est que la femelle, ou également que le mâle. On peut avoir des systèmes patriarcaux, voilà. Et c'est ce qui nous intéressait, c'est vraiment de sensibiliser les enfants tout petits, et on est la seule circonscription à conduire ce concours au niveau des enfants. Et je pense que Marlène Schiappa est vraiment également très intéressée de voir ce que les enfants vont formaliser. Et alors,
Devenus adultes, voilà, il y a parfois des violences sexistes et on a vu ce mouvement se lever de la parole libérée. Voilà. Alors certains ont dit c'est bien, d'autres ont dit c'est trop. Voilà. Est-ce que d'après vous il y en avait besoin ou effectivement ça a été un petit peu trop du lâcher prise? Alors, c'est difficile de répondre, c'est bien, c'est pas bien. Je pense que ça vient simplement du fait qu'aujourd'hui, les moyens de communication ont évolué. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, on peut rapidement diffuser beaucoup d'informations. Après, je dirais, oui, on entend qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui sont exactes et de choses qui sont inexactes. Il peut y avoir de la diffamation. Je crois que, de toute façon, à un moment donné, ça doit être dans les mains de la justice. Maintenant, oui, quotidiennement, on en entend parler, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les jours, une femme sur 3 meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Donc, on peut entendre certaines choses aussi, je pense. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique où je reçois aujourd'hui la députée des Yvelines, Florence Grandjus. Je le disais, vous êtes députée de la 12e circonscription, notamment avec Poissy. Poissy qui est marqué ces jours-ci par d'énormes crues de la Seine. Où en est la situation et que peut faire une députée dans ces cas-là? Quel a été votre rôle ? Alors, en ce qui concerne la ville de Poissy, qui est donc la ville de ma circonscription qui est touchée par les crues, comme tout à chacun, j'ai vu bien évidemment le journal télévisé, j'ai vu la montée des eaux et je souhaite être une députée de terrain. C'est l'engagement que j'ai pris durant la campagne donc, des législatives, ce qui explique d'ailleurs un certain nombre d'actions, à savoir des permanences dans toutes les villes de la circonscription, dans toutes les communes, donc pour mieux recevoir et être au plus proche des habitants de la circonscription. Et sur Poissy, pour moi, il était important d'aller rencontrer les habitants qui étaient et qui sont victimes de la crue de la Seine. Donc j'ai rencontré les habitants avec la protection civile, j'ai rencontré également les élus de Poissy qui sont mobilisés, j'ai rencontré des bénévoles, je suis allée donc également au centre d'hébergement. Alors, j'ai pu constater que le plan de sauvegarde communal qui a été mis en place donc par monsieur le maire Carl Olive fonctionne bien. C'est-à-dire qu'avant même que l'alerte n'ait été donnée par la préfecture, des consignes avaient été données aux habitants et des mesures avaient été prises puisque Poissy avait déjà connu la crue de juillet 2016. Donc, c'était important en termes, d'une part, d'échange avec les habitants de la circonscription et de la ville de Poissy. Les gens étaient ravis de voir ma présence. Et puis également, j'ai eu un certain nombre de questions, à savoir, écoutez, normalement, quand il y a des crues dans la commune, avant, on avait des planches, ça nous permettait de circuler. Donc, effectivement, il n'y a pas de planches. On m'a dit, dans la commune voisine, vous savez, il y a des planches, pourquoi nous n'en avons pas? Et donc, on a pu mieux communiquer et renforcer la communication. Il n'y a pas de planche et la commune voisine, monsieur le préfet a donné l'ordre également de les retirer parce que la montée des eaux est plus encore conséquente qu'il y a quelques années, ce qui fait que c'est dangereux de mettre des planches. Les personnes peuvent tomber, peuvent être emportées par les courants. Donc, ça permet également d'avoir d'autres questionnements. J'ai eu des questionnements sur les voies navigables, pourquoi y avait-il encore du transport fluvial alors que ça entraînait vraiment des problématiques au niveau des maisons qui étaient voisines? Eh bien, en fait, on est en train de se renseigner, de voir et on peut confirmer qu'il y a également une diminution du trafic fluvial, bien évidemment. C'est évidemment dû au dérèglement climatique qui va être certainement de plus en plus présent et de plus en plus dramatique. Est-ce qu'on doit du coup vraiment faire des grands changements dans peut-être les décisions sur les constructions en bord de Seine, sur alors justement les bateaux ou pas à faire circuler? Est-ce qu'il doit y avoir un gros changement lié à cette arrivée du dérèglement climatique qui est là depuis longtemps? Le dérèglement climatique, comme vous dites, est déjà présent depuis longtemps. Maintenant, ce qu'on doit déjà c'est faire prendre conscience que tout le monde est concerné.
tous les pays sont concernés. Ça relance un certain nombre de questionnements. Même les États-Unis, c'est ça que vous voulez dire? Tout le monde doit se mettre autour de la table, tout le monde doit regarder, et voilà. Et je pense qu'à partir du moment où il y a des questionnements, où il y a des conférences nationales, internationales, il en ressort forcément des prises de décisions pour mieux prendre en compte les problématiques auxquelles on sera confronté encore et dans les années à venir. J'ai vu que vous étiez présente récemment à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment médico-technique du centre hospitalier de Poissy. Et parallèlement, on apprend que de plus en plus de Français sont éloignés des soins, faute d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Alors, il y a un grand plan qui est mis en œuvre et qui a été annoncé par le Premier ministre et puis par Madame Agnès Buzyn, qui est l'accessibilité aux soins partout et pour tous. Partout, c'est les questions relatives à la désertification médicale, une vraie problématique également. Et puis pour tous, avec des mesures qui ont déjà été annoncées, et bien évidemment, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, loin de là, mais à laquelle on s'attaque et efficacement. Oui, vous faites d'ailleurs partie de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale et vous relayez la consultation publique sur la prévention et la lutte contre la pauvreté qui a été lancée par la ministre de la Santé. À quoi ça va servir cette consultation ? Alors, la consultation, il y a effectivement un certain nombre, je dirais, d'ateliers au niveau du territoire. Il y a une dizaine d'ateliers, donc réflexion, concertation, co-construction, bonnes initiatives. Donc, il y a une première grande réunion donc, dans le cadre de cette concertation et des ateliers qui a eu lieu donc, à Plaisir en présence de Madame Agnès Buzyn et du délégué interministériel, donc Olivier Noblecourt, pour la lutte contre l'exclusion. Donc l'objectif déjà, c'est de faire remonter toutes les bonnes pratiques du terrain, de faire remonter toutes les problématiques, d'identifier de façon à avoir ensuite un plan d'action qui sera annoncé par le président de la République, donc dans le courant du mois de mars. Toujours faire partir du terrain pour réussir les projets, c'est ça toujours l'idée ? L'idée, c'est de mieux entendre, de mieux comprendre pour mieux agir. Vous avez été aussi nommé dans l'un des groupes de travail visant à réformer l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'il faut changer, à votre sens, l'institution ? Vous qui êtes nouvelle, quand vous êtes arrivée, il y a vraiment besoin de changer, vraiment besoin d'un... On en entend parler aussi, ça, depuis longtemps, d'un bon coup de chiffon sur tout ça. Alors, déjà, elle fonctionnait avant. Maintenant, si elle peut fonctionner mieux, et si on peut réorganiser, réformer pour être plus performante, pourquoi pas ? Et je crois que lorsqu'on arrive à l'Assemblée nationale, donc on voit des choses qui nous interpellent, bien évidemment. Lorsque les premières présences dans l'hémicycle, je voyais des amendements papier distribués et qu'en fin de soirée, j'avais l'équivalent d'un mètre en hauteur de papier d'amendement. Je me suis dit, ce sont des arbres qu'on abat, ça coûte cher. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous une tablette ? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas partout au numérique ? Ça coûterait nettement moins cher et ça serait tout aussi efficace. Donc, François de Rugy a lancé différents groupes et pour le numérique, donc, nous sommes une dizaine de députés. Nous avons réfléchi sur comment on pouvait agir pour être, plus performant. Et aujourd'hui, dans l'hémicycle, nous sommes avec nos tablettes. En commission des affaires sociales, nous sommes avec nos tablettes. Alors, ça paraît être un détail, mais je dirais que ce sont souvent avec les petits détails que l'on voit les avancées que nous réalisons. Il y a encore beaucoup à faire, bien sûr, mais je crois que faire venir des personnes de la société civile, cela permet de porter un autre regard. Dans aucune entreprise, on peut imaginer que dans un bureau, aujourd'hui, une entreprise qui se veut moderne, qu'on n'ait pas de Wi-Fi. Bon, j'avais pas de Wi-Fi quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale dans mon bureau et je pensais pas cela possible. Voilà. Donc, je pense que oui, il y a des choses à changer, bien sûr. Pas de regret donc, dernière question, pas de regret de vous être lancé dans la politique et peut-être avec des idées du coup de carrière qui n'est
peut-être n'existait pas il y a encore un an dans votre tête ? Alors, j'ai pas de regrets parce que ça correspond bien à ce que j'envisageais, c'est-à-dire être sur le terrain et pouvoir faire remonter les problématiques du terrain en commission, en groupe de travail ou même voir dans l'hémicycle. Je vois ce matin, par exemple, je travaillais sur la loi eau et assainissement et le transfert des compétences et j'étais avec un élu, avec un syndicat donc pour le traitement des eaux. Et c'est vrai que on se rend compte que très souvent, eh bien, si on veut que la loi soit le plus facilement applicable, il faut qu'elle soit construite avec les personnes qui vont être à même et en charge, de l'appliquer. Donc quotidiennement, je suis alertée par des décalages importants avec ce qui est voté et puis la nécessité ou la préoccupation du terrain. Donc non, ça correspond bien à ce que j'envisageais. Alors maintenant, en ce qui concerne une carrière politique, eh bien j'en suis pas là. Mon seul objectif, c'est de bien servir les citoyennes et les citoyens qui m'ont élu et de leur apporter satisfaction et vraiment de réussir le projet qu'on met en place et je dirais tout ce sur quoi je me suis engagée également. Je pense que c'est ma priorité aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Florence Ganget d'avoir été notre invitée ce soir. Merci Véronique. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission comme tous les week-ends en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.